bienvenue, merci à vous. Et du coup, je tiens à remercier particulièrement Ledger, qui est évidemment notre partenaire principal pour la 3e année consécutive. Donc j'espère qu'il y en aura une 4e. Voilà. Donc merci à vous et puis bon table ronde. Oui, c'est bon. Ok, super. Génial. Merci Jonathan. Bon, merci Joe. Bonjour à tous. Ouais, on va juste laisser ceux qui veulent sortir et les autres s'installer. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. C'est vrai que l'année dernière, il y avait déjà pas mal de monde. Je vois que maintenant, l'étage supérieur est presque plein, donc ça fait plaisir. Pour donc, cette 3e édition de Surfing Bitcoin. L'année dernière, on avait déjà fait le même exercice. Donc on était avec Pascal, qui est le PDG de Ledger. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Ledger, notamment pour donc, ces petits hardware wallets, les nanos que certains d'entre vous doivent avoir pour stocker leur crypto. Et puis on a aussi Charles Guimet, qui est le directeur des technologies de Ledger. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et puis voilà, moi, Raphaël Bloch, je suis journaliste. On a fondé avec Grégory Raymond il y a quelques mois un média qui se veut indépendant, Web3, c'est The Big Well. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à y aller. Voilà, vous aurez d'excellentes infos. Sinon, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Et en fait, Pascal, plutôt en préparant en fait, cet échange, je suis allé regarder l'année dernière où se situait le Bitcoin. Et quand on avait échangé, il était entre 45 et 47 000 $ de mémoire. Aujourd'hui, il a chuté en fait, de moitié. Il se situe entre 20 et 22 000 $. Donc il s'est passé pas mal de choses cette année. Est-ce que tu penses que ça a changé fondamentalement le regard qu'on doit porter sur l'industrie, ou finalement, parce qu'on a connu d'autres bear markets, ça n'est qu'un épisode de plus que l'industrie va traverser tout tranquillement? Bonne question. Alors avant, levez la main si vous avez un Ledger. Ok, bon, parfait, merci. Il faut prendre une photo là. Bravo. Merci, ça c'est super, hein. Franchement ça fait plaisir. Levez la main si vous avez du Bitcoin. Ok, on est bien dans une conférence Bitcoin. Alors la dernière fois que j'ai fait ça à Bitcoin Miami, je me suis fait un peu huer, donc on va voir. Levez la main ceux qui ont de l'Ethereum. Bon c'est bon, on n'est pas vraiment dans une conférence maxi là, c'est sûr. Ok, mais c'est bien de connaître son audience, tu vois, pour savoir qui fait quoi. En fait, moi, le bear bull market, tout ça, je vois ça à l'aune des conférences qui se suivent tous les ans et de voir si les salles se remplissent ou pas. En fait, en vérité, si on rentrait dans un vrai bear market, un truc vraiment horrible où finalement on se dit tout ça, en fait, c'est un échec. Le Bitcoin, en fait, c'était une mauvaise idée. Enfin, tout le reste, ça n'existe pas. La décentralisation, c'est faux. Vive Google, Apple, Amazon, et on reste avec le Web 2, la salle serait vide, quoi. Ou à moitié vide, ou en tout cas, tu ne verrais pas d'évolution d'une année sur l'autre. Et ce qui est intéressant, nous, on fait effectivement Surfing Bitcoin depuis le début. Je crois que la première année, c'était en plein Covid. Je ne sais plus, on est quoi, là, 2022 Ouais, c'était en plein Covid, effectivement. On était 200, je crois, un truc comme ça. 2020, c'est ça? Voilà, 2020. Voilà, en plus, c'était horrible, il y avait une tempête. Franchement, il y avait tout pour louper la conférence. Et c'était tout petit. Moi, j'avais fait une présentation dans une salle où il y avait, 20 ou 25 personnes qui sont probablement là encore aujourd'hui. Je pense que les gens reviennent en fait tous les ans et en fait, ça fait effet boule de neige et il y a de plus en plus de gens. Mais ça, c'était la première conf. L'année dernière, c'était super. Cette année, c'est encore plus gros. Donc, en fait, tu vois bien le succès des crypto-monnaies, l'engouement et la compréhension des gens qui s'améliorent au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je pose la question qu'il y a des bitcoins, qu'il y a de l'Ethereum, parce que si je pose la question qu'il y a des NFT, voilà, tu vois, c'est quand même pas mal. Et donc ça veut dire que les usages se développent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est un peu loin des conférences maximalistes de 2014. Parce que moi, j'ai fait Scaling Bitcoin à Hong Kong en 2015, je crois. Bon, c'était pas du tout le même flavor que les conférences aujourd'hui. Là, tu étais vraiment sur du maximaliste bien lourd, etc. Enfin, bien lourd dans le sens pur et dur, hein, pas lourd chiant. Mais là, on sent que quand même, il y a un phénomène crypto, tu vois, qui dépasse un peu les clivages religieux et qu'on rentre un peu dans les applicatifs et dans ce que les gens veulent utiliser. Et en fait, on n'est plus non plus dans le buy and hold seulement. On est maintenant dans, tiens, j'ai de la crypto, je veux l'utiliser, je veux participer à des projets, je veux participer à des communautés. Et bon, c'est ce qu'on voit. Donc pour moi, ça, c'est
si tu regardes la bulle Internet qui a explosé en 2000, elle était montée à 9 000 milliards de valeurs, hein, donc c'est-à-dire 3 fois plus que les cryptos à son maximum. Elle était descendue du jour au lendemain en dessous de 1000 milliards, donc en fait c'était une chute vertigineuse. Et depuis le moment où c'est redescendu, ensuite ça a été une pente, enfin douce entre guillemets, dans le sens où il y avait eu tellement de croissance avant, mais une pente de croissance depuis les années 2000 jusqu'à maintenant pour l'Internet. Et donc ce que tu vois avec les cryptos, ça va être la même chose. En fait, quand on regardera en 2030 avec un peu de recul, on verra qu'à partir de n'importe quelle crise, en fait, ça a été juste une pente ascendante assez fulgurante. Ok. Et alors justement, vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez développé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous avez fait depuis un an, sachant que en un an, une boîte comme Ledger sort plusieurs services? Oui, en fait, nous, ce qu'on fait généralement, alors c'est toujours un peu frustrant quand les marchés se refroidissent, parce que tu sais, c'est un peu comme si tu es en soirée, tu es à fond, et puis tout d'un coup, quelqu'un allume la lumière, éteint la musique, et tu te retrouves un peu comme un con. Et donc, là, c'est un peu la même chose. Tu vois, tu as un bull market, tu es chaud, tu vends énormément de produits, tu es en mode développement, tu recrutes des gens, et tout d'un coup, on te dit, bon, là, il faut se calmer, et il faut rationaliser. Mais donc c'est un peu frustrant, et en même temps, c'est un très bon exercice, parce que quand tu fais ça, tu te rends compte que tu étais en train de faire beaucoup d'erreurs. Parce que la super croissance, c'est très dur, et on fait énormément d'erreurs en super croissance. Et donc le fait que le marché se refroidisse comme ça de temps en temps, c'est pas mal, parce que ça te force à re-regarder tes investissements, à re-regarder de tout rebudgéter, et donc de couper tout ce qui était superflu, en trop, qui ne marche pas, et de te focaliser sur ce qui marche, et de redéfinir ta stratégie, et de retourner un peu à la salle comme un athlète, et de retourner dans tes gammes. Et, voilà. Et donc le but, c'est, pendant ces marchés qui se calment, c'est d'aller à la salle et de faire un maximum de muscu pour, quand le marché va se réénerver, d'être l'athlète le plus affûté possible, et pour gagner dans le marché qui augmente. Donc c'est ça qu'on fait, et on a lancé pas mal de services, mais peut-être je vais laisser Charles en parler, parce que c'est son équipe qui les a tous codés. Donc, c'est vrai que je vais dans le même sens que toi. Quand on est en bull market, c'est mieux. Et qu'il y a beaucoup de frénésie dans tous les sens, il y a un côté assez grisant et excitant, il faut bien le dire. Par contre, on a tendance à partir dans toutes les directions, et à recruter beaucoup, etc. Et en fait, on est beaucoup dans le jour dans la frénésie. Et on a du mal à prendre du recul et à vraiment savoir ce qui est important, etc. Et du coup, quand on est un peu plus dans une période de bear market, en fait, j'ai pas vraiment l'impression qu'on est dans un bear market, dans le sens où on n'est pas du tout dans cette situation où il y a des gens qui pensent que Bitcoin est mort, etc. On est passé ce truc-là. En termes d'adoption, on continue à grossir, etc. Mais on est beaucoup moins dans la frénésie. Et du coup, par contre, ça nous permet de nous poser et de nous demander qu'est-ce qui est vraiment important, sur quel sujet il faut vraiment qu'on investisse, etc. Et du coup, si on peut rentrer un peu sur ces sujets-là et un petit peu rentrer dans les annonces, un sujet qui concerne directement Bitcoin, sur lequel on a investi cette année. Donc c'est un petit peu technique, mais ça va probablement parler à certains. C'est qu'on a travaillé cette année à développer Miniscript. Donc Miniscript, c'est une feature de Bitcoin qui va permettre d'ajouter de la gouvernance au niveau de la blockchain, et c'est quelque chose qui va sortir d'ici peu au niveau du device. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de personnes dans la salle. Levez la main si vous connaissez Miniscript. Bon, là, ça parle à moins de monde. Ça mérite peut-être une petite explication. C'est assez niche, ouais. Mais c'est cool. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est cool. Voilà. Ça va permettre de faire plein de trucs super. Donc ça, c'est une première chose. Peut-être aussi, on peut parler d'une deuxième chose qui est aussi importante, ou plus importante pour moi en tout cas. On a vu récemment avec Tornado Cash qui a été interdit aux États-Unis, il y a tout un débat qui revient sur le devant de la scène autour de comment on fait pour être résistant à la censure. Comment on fait pour être... Donc la réponse, c'est la décentralisation. Et donc être vraiment décentralisé, c'est quelque chose qui n'est pas si simple, et on s'en rend compte. D'abord, pour être vraiment décentralisé et pour être vraiment dans l'écosystème Bitcoin, il faut posséder ses clés. C'est la première chose importante. Donc, not your keys, not your coin. Donc, posséder ses clés, c'est une première chose importante. Mais ensuite, c'est pas suffisant. Quand on possède ses clés, c'est le début. Mais ensuite, on va avoir besoin d'utiliser différents services de back-end pour pouvoir synchroniser la blockchain, connaître son solde, avoir la liste de ses transactions, etc. Et donc, nous, on fournit ce genre de service de back-end, mais on veut faire en sorte que nos clients soient résilients, même si un jour, Ledger devait être censuré pour une raison ou pour une autre. En fait, on a vraiment envie que nos utilisateurs n'aient pas besoin de nous faire confiance.
vous pouvez nous faire confiance, c'est pas ça que je dis. Néanmoins, on veut faire en sorte de se mettre dans des conditions où les utilisateurs n'ont pas besoin de nous faire confiance. Donc pour ça, on avait commencé à développer une feature qui consiste à pouvoir faire tourner son propre nœud, le full node à l'intérieur de Ledger Live. C'est une feature qui a eu un petit peu de succès, mais qui est restée un petit peu niche. Donc on continue à investir là-dedans, histoire de faire en sorte que ce soit encore plus simple pour les utilisateurs de pouvoir utiliser leur propre nœud. Et il y a une autre feature sur laquelle on travaille aujourd'hui et qui va aussi dans ce sens de davantage de décentralisation et de rendre les utilisateurs encore plus résistants à la censure. C'est l'intégration de Tor à l'intérieur de Ledger Live, histoire que même lorsque vous vous connectez à nos services à travers Ledger Live, votre connexion passe à travers Tor. Donc Tor, c'est un réseau décentralisé qui permet d'anonymiser vos connexions sur Internet. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Internet devrait être routé absolument comme ça. Néanmoins, c'était plus simple de mettre des nœuds centraux. Et du coup, voilà, on intègre Tor à l'intérieur de Ledger Live qui va rendre vos connexions complètement anonymes. Ce qui fait que même si on voulait vous traquer, vos adresses IP, ben, on ne sera même pas capable de le faire. Voilà, c'est une autre feature sur laquelle on travaille. Et donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on travaille là-dessus. C'est nous, ce qui nous motive, c'est de donner de la liberté aux gens et de rendre de la liberté aux gens dans leur vie digitale digitale/numérique. Mais c'est aussi de prendre en compte qu'on ne vit pas tous forcément en démocratie. Et puis en plus que le concept de démocratie est chahuté un peu partout. On l'a vu au Canada avec les Freedom Truckers, ou je ne sais plus comment ils s'appelaient. Mais pas que. 70% des gens dans le monde vivent pas en démocratie. Et donc, en fait, le fait de pouvoir anonymiser son surf, anonymiser ses transactions, ça reste quand même une garantie de liberté dans pas mal de pays qui font que ça peut éviter simplement la prison à certaines personnes. Donc on développe aussi tout ça pour donner de la liberté aux gens, les garder anonymes, sachant qu'en plus au pouvoir public, on dit que de toute façon tout ça reste traçable. Donc a priori, on n'a pas besoin de connaître les gens. Par contre, a posteriori, si on pense qu'il y a des transactions qui sont suspectes, on peut toujours remonter la blockchain, et en plus on peut la remonter depuis sa création. Et donc il y a peu de crimes qui vont rester impunis. Donc moi je dis toujours que si quelqu'un veut faire un crime terrorisme ou drogue, il vaut mieux pas utiliser Bitcoin, parce que à mon avis c'est une mauvaise idée. Et d'ailleurs on l'a vu avec les hackers de Bitfinex, 4 ans et quelques après ils se sont fait retrouver parce que bon, tu as du mal à cacher tes crimes. Et alors justement, je voudrais revenir quand même un petit peu en arrière sur ces derniers mois. On vous a beaucoup vu communiquer sur justement la nécessité de détenir en propre ces cryptos. Est-ce que vous avez vu, et je mets de côté justement le bear market, finalement une augmentation des achats de hardware wallet parce que soit avec les hacks successifs, les gens se disent voilà, il faut basculer. Comment vous positionnez face justement aux grosses plateformes? En fait, le truc, c'est que nous, on n'a rien dit. Enfin, je veux dire, il y a un meme, c'est not your keys, not your coins. Ça, c'est même pas, enfin, ça, on l'a pas inventé. C'est juste le meme de l'industrie. Et ce qui s'est passé cet été, c'est que toutes les propositions de valeur qui ont menti peut-être parfois à leurs utilisateurs, je pense à Celsius, ou qui faisaient semblant d'être décentralisés et qui finalement ne l'étaient pas, et qui promettaient monts et merveilles à leurs utilisateurs sur un modèle de centralisation qui ressemble à une banque avec beaucoup de risques qui étaient pris par l'argent. C'est ça qui a mis beaucoup de vent dans nos voiles cet été, c'est que les gens se sont finalement rendus compte que ce qu'on disait depuis le début, ce n'était pas forcément faux, parce que ça, nous, on l'a toujours dit, not your keys, not your coin, et qu'à la fin, les gens ont réalisé, ah oui, tiens, c'est vrai, parce que là, j'ai perdu tout mon argent, etc. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les gens mettaient leur bitcoin dans Celsius. Ça me paraissait fou, quoi. Pour gagner quelques pourcents, tu vas risquer 100% de tes bitcoins. Et là, si on fait juste un petit sondage... Qui avait mis de l'argent en Celsius, pardon? Bon, et merci de lever la main, c'est des BlockFi aussi dans la même... BlockFi. Bon, non, mais là, tu vas pas lever la main, c'est sûr. Mais en tout cas, fallait pas le faire. Nous, on l'a toujours dit. Puis en plus, vous êtes tous des clients de Ledger, donc à la limite, vous étiez avertis. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui se sont retrouvés mal à pas pouvoir récupérer leurs fonds, etc. Il y a eu aussi Coinbase qui a annoncé de manière honnête, je dirais presque, en disant attention, si Coinbase met la clé sous le tapis, vous ne reverrez jamais vos coins. Et donc nos ventes ont fait x5 le jour où... C'était même pas une annonce, c'était juste une obligation légale de le dire, et donc ils l'ont dit, mais parce que c'était la réalité. On a fait x5 sur les ventes du jour au lendemain. Donc en fait, nous, sur ce début d'année, on est en croissance à plusieurs dizaines de pourcents, tandis que le marché dévisse complètement. Donc on est une des rares sociétés à faire de la croissance d'une année sur l'autre. Donc S1, ça s'est mieux passé, on est à 15% de croissance. Et S2, pour l'instant, on démarre à entre 30 et 50% de croissance, quoi.
Et clairement, ce genre d'événement, c'est des publicités vivantes pour la self-custody. Et bon, nous, on offre des solutions de self-custody, du coup, effectivement, ça nous profite. Mais on préférerait que les gens ne perdent pas leur argent et qu'ils comprennent directement que c'est important la self-custody, effectivement. Ok. Et alors, là, votre roadmap sur les prochains mois, côté hardware wallet, et puis après on basculera sur tout ce qui est un peu plus software, et je pense à Ledger Live notamment. Sur le hardware, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'annonce à faire. C'est-à-dire qu'on a deux très bons produits qui sont dans le marché, qui sont le S+, et le X, sur lesquels les ventes cartonnent, qui font le meilleur boulot du marché en termes de sécurité, de connectivité, de facilité d'utilisation, etc., etc. On met beaucoup d'emphase aussi, surtout sur Ledger Live, mais je laisserai Charles en parler. Mais par contre, simplement se dire que le hardware, c'est du temps long. Entre une idée et se dire que finalement, on va être dans le marché, il se passe du temps. Pas forcément d'ailleurs sur la partie R&D ou design ou savoir quel produit tu veux faire. Ça va en fait assez vite. Si on pouvait mettre des produits dans le marché aussi vite qu'on les avait imaginés et dessinés, tous les mois, il y aurait un nouveau Ledger dans le marché. Le problème, c'est que l'industrialisation, c'est très compliqué. Et l'industrialisation dans le monde post-Covid, qui n'est pas complètement encore... La Taïwan, par exemple, si tu y vas, tu passes 7 jours en quarantaine dans un hôtel. Bon, donc c'est un peu chiant quand même. On l'a fait, enfin en tout cas quelqu'un de l'équipe l'a fait, il nous a envoyé des photos de sa chambre horrible. Et donc en fait c'est ça le hardware, il faut quand même aller à Taïwan, aller dans les usines, regarder si de la presse elle te sort le bon produit. C'est vraiment une attention au détail qui est très très particulière. Donc entre le moment où il y a une idée et le moment où tu mets dans le marché, avant ça nous prenait 5 ans, ensuite le produit d'après ça nous a pris 3 ans et maintenant ça va nous prendre peut-être 2 ans entre l'idée et le marché. Et à la fin, on voudrait que ça nous prenne que 1 an. C'est-à-dire entre le moment où on a une idée et le moment où on va marcher, c'est 1 an. Mais pour l'instant, on est 2 ans. On a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et on a fait une interview tout à l'heure. Et un prévu de l'interview, c'est de vous dire que vous avez tous dans votre poche un wallet, là, enfin un portefeuille, tu vois, une forme diverse et variée, peut-être en cuir ou comme vous voulez. Vous en avez presque tous un, ou tous, je pense, vous avez un. Et vous avez aussi un téléphone. Donc en fait, vous avez déjà 2 devices. Donc nous, un de nos buts, c'est de faire que votre portefeuille, ça devienne un ledger demain. Et pas sur cette forme actuelle, pas sur un NanoX, mais sur une autre forme. Votre portefeuille, ça va devenir un ledger, et ça, c'est un de nos objectifs. Notre autre objectif, en parallèle, c'est de faire en sorte que, en plus, votre portefeuille communique très bien avec votre téléphone. Voilà. Et que vous ayez le même niveau de sécurité depuis votre téléphone et depuis votre ledger. Ça, c'est l'objectif R&D qu'on s'est fixé, et c'est ce sur quoi on est en train de travailler. C'est vrai que les objectifs haut niveau pour les hardware qu'on sort, c'est effectivement ne jamais compromettre sur la sécurité. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est difficile. Effectivement, il y a des challenges autour de l'industrialisation, etc. Mais il y a aussi continuer à développer des nouvelles features tout en gardant le même niveau de sécurité. Ça, à mettre en trade-off avec améliorer l'expérience utilisateur. Et ça, c'est vraiment la tension qui est vraiment difficile à résoudre. Moi, je pense toujours à comment on va faire pour que ma mère elle puisse utiliser nos hardware wallets. Aujourd'hui, elle est incapable, c'est trop compliqué pour elle. C'est juste que ça l'intéresse pas. Il y a les 24 mots à gérer, il y a des trucs en hexadécimal, il y a tout un tas de challenges qui sont compliqués pour elle, qui fait que ça l'intéresse pas d'ailleurs. Et je pense que ça fait partie des challenges qu'il faut qu'on résolve et sur lesquels on travaille. Donc, toujours pour nous, les deux North Star, je dirais, ça va être ne jamais compromettre la sécurité, c'est le truc le plus important. Et continuer à améliorer l'expérience utilisateur, l'UX des devices qu'on développe. Et sur Ledger Live, sans dévoiler des annonces qui pourraient tomber plus tard, là, globalement, c'est quoi un petit peu votre... Enfin, où en êtes-vous sur Ledger Live et qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux? Alors le gros pivot, je dirais, qu'on a fait en 2022 sur Ledger Live, ça a été de complètement transformer Ledger Live en une plateforme de développement et de fédérer du coup un écosystème de développeurs autour de Ledger Live. Donc là, c'est pas seulement Bitcoin, c'est autour de différentes crypto-monnaies. Et ça prend plusieurs formes. On a une première plateforme qui est notre device en tant que tel. Sur notre device, chacun peut développer ses applications et on a un process qui permet de vérifier la sécurité, de vêter les applications et ensuite elle se retrouve dans le manager. Ça, c'est une première partie de plateforme qui existe depuis longtemps. Donc on est une plateforme ouverte et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles Ledger a eu autant de succès.
Ensuite, une deuxième partie où on a une plateforme, on a développé un DApp browser. Donc là, c'est beaucoup plus orienté sur les EVM, les Ethereum-based blockchain, et les autres, dans lesquels c'est possible pour les développeurs d'intégrer leur DApp à l'intérieur de Ledger Live et du coup avoir la facilité de l'UX de la DApp tout en ayant la sécurité avec le device et le clear signing, faire en sorte que l'utilisateur puisse vérifier toujours sur son device ce qu'il est en train de faire. À contrario avec le blind signing où on signe une transaction qu'on ne comprend pas et en fait on est en train d'envoyer tous ces Ethers et l'ensemble de ces coins à un attaquant, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et la dernière partie de la plateformisation de Ledger Live, ça a été de rendre ouvert la possibilité de développer son coin à l'intérieur de Ledger Live. Et du coup, aujourd'hui, on a des fondations qui développent le support de leur coin directement dans Ledger Live. Et vu on voit que l'écosystème grossit de plus en plus avec des nouvelles propositions de valeur en termes de protocole, en termes de blockchain, en termes de ce qui tourne au-dessus de ces protocoles, rendre cette plateforme ouverte, ça permet vraiment de scaler et de pouvoir intégrer de plus en plus de chaînes à l'intérieur de Ledger Live. Ok, non, super. Et alors, sur un tout autre plan, Pascal, on t'a plusieurs fois entendu au sujet d'un sujet qu'on a beaucoup suivi et beaucoup traité, notamment chez The Big Well, à savoir la réglementation européenne. Je pense à MiCA. MiCA, il y a eu un accord politique fin juin, sous présidence française de l'Union européenne. On sait que ça va avoir une incidence sur l'industrie crypto, parce que ça fournit à la fois un cadre, mais en même temps, ce cadre est peut-être, en tout cas de votre point de vue, un peu trop contraignant. Est-ce que tu peux revenir sur bien finalement la nouvelle réglementation qui va arriver et ce qui pour toi est peut-être un peu excessif? Non, mais je pense qu'en fait, on s'en sort bien. Enfin, sur la dernière version et sur celle qui a été votée, on s'en sort plutôt bien. Ce qui était inquiétant, c'était toutes les propositions qui avaient pu être faites avant, et notamment, en fait, pour faire simple, la proposition, c'était de mettre tout le monde dans une base de données avec nom, prénom, adresse et adresse Bitcoin, Ethereum et autres. Donc bon, c'est la société de surveillance massive ou de flicage permanent sur la base d'une blockchain publique. Bon, c'est un peu terrifiant, quoi. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Donc c'est ça qu'on a évité, globalement. Les gens qui voulaient ça, en fait, c'était toujours sur la base du bien de l'humanité, c'était pour nous protéger des terroristes et de la drogue, mais ce que je veux dire, c'est que c'est OK de se protéger des terroristes et de la drogue, bien sûr, on est plutôt pour, mais par contre pas au détriment de la liberté individuelle. C'est-à-dire qu'avec les technologies qu'il y avait à l'époque, en fait, au fur et à mesure, on a perdu des libertés individuelles. Aujourd'hui, on s'en rend même plus compte d'ailleurs, ça paraît naturel à tout le monde de faire son KYC et AML, enfin, tu vois, ton argent ne t'appartient pas, à chaque fois que tu veux le toucher, il faut que tu prouves que tu n'es pas un terroriste, un vendeur de drogue, etc. Enfin, finalement, c'est très chiant quand même. À chaque fois que tu prends un avion, tu es obligé de te faire fouiller, enfin, limite maintenant, on te demande d'enlever tes chaussures, ta ceinture, ton t-shirt, enfin, tout pour pouvoir prendre un avion. En fait, tout ça, c'est une société de surveillance qui a été mise en place pour nous protéger, mais aussi sur la base de technologies existantes avant. Parce que c'est sûr que quand tu es dans un business de la finance qui est aussi opaque qu'il pouvait être avant, avec des banques dans les îles Caïmans, des trucs, des machins où tu ne sais pas comment l'argent circule, bon, c'est sûr que c'est difficile à contrôler. Maintenant, ce que le législateur n'avait pas compris, c'était qu'avec les technologies de blockchain, on change complètement de paradigme. En fait, on est sur une base de données publique dans laquelle tout le monde peut aller regarder ce qui se passe. Et ensuite, c'est simplement qu'on veut que les gens restent anonymes. Parce que, bon, c'est sûr que si c'est public et en plus, tu as ta pièce d'identité qui est liée à toutes tes adresses, on comprend bien quel est le problème, quoi. Donc voilà, c'était la grande bataille et c'est celle qui, pour l'instant, on a gagné, puisque dans la dernière adoption du texte, et ce n'est pas fini, parce que de toute façon, de la régulation, il y en aura sur toutes les années qui viennent, donc on va continuer de faire en sorte d'influencer et d'éduquer aussi le législateur, le régulateur, etc., pour qu'ils comprennent bien les enjeux et même ce que permet de faire cette nouvelle technologie. Et donc, moi, mon idée provocante un peu que j'ai donnée pendant ces débats, c'est même de se dire, en fait, on devrait réguler a posteriori, c'est-à-dire, en fait, a priori, on devrait être tous libres, utiliser blockchain comme on veut, et s'il y a des transactions qui sont douteuses, à ce moment-là, la police devrait avoir les moyens d'aller vérifier et de vérifier l'identité des gens, etc. Ce qui se passe en fait, typiquement aujourd'hui avec les blockchains. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, la police française, l'armée française ou la police européenne a 0 € pour faire ça. Donc en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de police pour gérer en fait, la cybercriminalité, et ça, c'est un vrai problème. Et donc on devrait sans doute la financer plutôt que de faire des KYC et ML, quoi.
Ouais, c'est vrai que se dire que le gouvernement que les gouvernements, les États ont un accès complet de l'intégralité de toutes les transactions que je vais faire dans la suite, c'est quand même c'est une vraie dystopie, quoi. Il faut avoir ça en tête. Et en plus de ça, si on allait dans cette direction, ça pose des véritables problèmes de sécurité. Qu'est-ce qui se passe si ces bases de données se font leaker? Je sais pas si, c'est quand elles se feront hacker, parce que c'est pas, it's not if, it's when, parce que la sécurité des bases de données, c'est très difficile, on en sait quelque chose, mais c'est extrêmement difficile et c'est un sujet constant. Ça, c'est pas, parce que pour tous les gens qui rigolent et qui se disent sur Twitter, là, les trolls qui disent « Ah, Ledger, vous êtes fait hacker, etc. » Ben oui, mais tout le monde se fait hacker et tout le monde se fera hacker. La cybercriminalité, c'est pas un truc qui va disparaître, hein, c'est un truc qui va plutôt augmenter. Et donc, les barrières pour protéger des données à valeur dite faible, comme ça, c'est très très compliqué parce que tu es obligé d'utiliser des parties tiers. Tous les derniers hacks de data qu'il y a eu là, de plein de gens qui sont très bien, de plein de grosses boîtes, ça s'est passé via des tiers. C'est souvent, même tu ne te fais plus hacker en direct. Shopify se fait hacker. Bon, mais si tu tournes sur Shopify, tu fais quoi? Tu as tes yeux pour pleurer. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu ne peux pas aller voir Shopify et leur dire vous allez changer toute votre sécurité parce que je vous demande de le faire. Shopify, il y a un produit, tu le prends pas. Et si tu ne prends pas Shopify, tu en prends un autre, mais il se fera hacker pareil. Donc en fait, il y a un vrai sujet de hacking de données qui est non trivial et qui va être le sujet. Enfin, de toute façon, la cybercriminalité, c'est le sujet des 30 prochaines années, quoi. Et à ce propos, Charles, je me tourne vers toi. Comment en interne, enfin, j'imagine que vous mobilisez pas mal de ressources à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, notamment au donjon? Je pense déjà sur les données, un truc qui est important pour nous, ce qu'on met en place. Donc déjà, on fait attention avec quelle sorte de partie on travaille, etc. Mais je dirais, on travaille beaucoup pour la minimisation. En fait, on veut éviter de collecter toutes les données dont on n'a pas besoin. En fait. Et on n'a pas besoin de données sur les utilisateurs. On a besoin de savoir où ils habitent pour leur envoyer leurs devices, c'est sûr. Mais par contre, l'ensemble des données qui sont produites par les utilisateurs, on a un vrai travail d'être minimaliste et de faire en sorte de produire le minimum de données possible. Après, effectivement, je peux parler rapidement du donjon. Le donjon, donc, c'est une équipe un petit peu spéciale à Ledger. C'est une équipe de white hat, comme on dit un petit peu dans le milieu. Et leur mission principale, c'est d'essayer de hacker les produits de Ledger. Ils font ça tous les jours. Et globalement, quand ils trouvent des vulnérabilités sur nos produits, et ça arrive assez régulièrement, c'est mieux quand c'est dans les phases de développement, ils travaillent avec les équipes de développement, les équipes d'engineering pour faire en sorte d'améliorer tout ça. En plus de ça, ils travaillent aussi dans l'écosystème général. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites sur d'autres hardware wallets et pas que hardware wallets d'ailleurs, de l'écosystème pour améliorer la sécurité de l'écosystème. Et aussi, sur les software wallets, ils ont aussi travaillé à montrer que les software wallets, finalement, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est pas très sécure. Avec Pascal, quand on a commencé à discuter avec eux et leur dire est-ce que vous ne pourriez pas nous faire des exploits pour montrer comment on drain un software wallet, ils ne voyaient même pas l'intérêt. Ils étaient là, mais il n'y a aucun intérêt, tout le monde sait faire ça. Bon, ils l'ont fait quand même, mais en fait, juste pour dire qu'il n'y a pas vraiment de recherche intense à faire pour ça. Ah non, mais c'est sûr. Alors, ce matin, j'ai fait une interview avec Peter McCormack, vous savez, de What Bitcoin Did. Et j'ai dit à Peter ça, genre que, alors, si vous avez un software wallet sur votre téléphone, votre argent, il est parti en 30 secondes. En gros, vous avez déjà perdu votre argent, sauf que vous ne le savez pas. La seule manière de sécuriser des clés privées aujourd'hui, c'est via du hardware. Et le meilleur, je pense que ça reste Ledger aujourd'hui, et c'est prouvé, c'est documenté. Mais de toute façon, un software wallet sur un téléphone, ça ne marche pas. La raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que les téléphones et les ordinateurs n'ont pas été faits pour de la sécurité. Et au niveau de l'operating system, en fait, les attaquants peuvent rentrer. Ça s'appelle les zero-day exploits. Voilà, c'est des exploits qui n'ont pas été patchés encore par les fabricants et par les fabricants de firmware. Et c'est par là que les attaquants rentrent. Et donc tout ce qu'il y a au-dessus, et notamment toutes les apps, on peut extraire très facilement ce qu'il y a dedans. Et donc si vous avez une app dans laquelle il y a des clés privées en software wallet sur un téléphone ou sur un ordinateur, ça peut partir très vite. Et j'en discutais ce matin avec Peter, il était halluciné, il ne savait pas. Donc je lui ai envoyé le lien. Donc le donjon a publié un lien, ça s'appelle de l'attaque des software wallets. Enfin, c'est pas en français, c'est en anglais, mais bon, vous comprenez. Vous pouvez aller, c'est documenté, il y a des petites vidéos, c'est assez ludique. Et puis vous voyez à quel point c'est facile de drainer les téléphones et les ordinateurs de toutes les clés privées que ça peut posséder. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez mal connu. Alors vous êtes avertis parce que vous avez tous un hardware wallet, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut dire. Et puis à la fin, que ça soit un Ledger, un Trésor ou autre, bon, les gens ils achèteront le hardware wallet qui leur plaît, quoi. Mais par contre, il n'y a pas de sécurité sans hardware en fait dans ce milieu.
Et je vais faire un petit peu de pub, là, si vous voulez en savoir plus, je vais en parler pendant mon talk samedi. Eh ben super, voilà, rendez-vous est pris. Bon, Surfit Bitcoin n'a que 3 ans, mais il y a déjà des petites traditions. Chaque fois que vous venez, il y a des annonces. Je crois que cette année, il y en a encore au moins une ou deux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, sachant que voilà, vous êtes attendus? On a fait les annonces sur les Freedom Features, donc ça c'est Charles qui s'en est chargé. En fait, on n'a plus qu'une seule annonce à faire, Qui est importante. voilà, qui est importante. Et pour ça, on va rappeler Jonathan on stage avec nous. Et puis on va lui laisser faire l'annonce. Alors. Allez. Non, mais vas-y, je te laisse l'honneur. Eh non, mais alors, donc on vous a expliqué toute la stratégie ouverte de Ledger et le fait que ce qui est toujours désagréable dans cet écosystème, c'est que chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu dois compromettre. Alors, moi, je développe des produits pour moi en tant qu'utilisateur et ensuite, j'espère que ce que je développe, ça vous plaît aussi. Mais globalement, moi, je ne fais rien en dehors de mon Ledger et de mon Ledger Live. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais sur un site XY, je ne sais pas en fait s'il y a une équipe de sécurité qui a regardé le truc, je ne sais pas comment ça va se passer. Et ce que je ne vais surtout pas faire, c'est sortir les coins de mon ledger pour aller les mettre autre part où je ne sais pas si c'est bien sécurisé. Et donc dans cette optique, c'est pour ça qu'on a eu la plateforme ouverte et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'applicatifs en fait, qui sont directement intégrés dans Ledger Live et ensuite on peut se connecter très facilement et ensuite les cles privées sont toujours synchronisées. Vous faites votre transaction, un swap sur Paraswap, par exemple, les clés sont synchronisées et ensuite les Ethers partent d'un côté, je ne sais pas quoi d'autre arrive de l'autre et tout ça, ça se fait parfaitement sans jamais compromettre sur sa sécurité. Et il y a une feature qu'on n'a pas encore dans Ledger et qu'on va avoir là maintenant, c'est le dollar cost average. Et donc ça, c'est Stackinsat qui le fait. Et donc l'annonce, c'est qu'on va intégrer Stackinsat dans Ledger Live. Voilà. Ça nous aura pris 3 conférences. Donc voilà, effectivement, donc on est très fiers d'annoncer donc à Surfing Bitcoin pour cette 3e édition, évidemment, l'intégration de Stackinsat et de son plan épargne Bitcoin dans Ledger Live. Alors pour vous donner un peu de contexte quand même, parce qu'effectivement ça ne sort pas de nulle part non plus, effectivement avec Pascal et Ledger, on se connaît depuis 3 ans, voilà, ça fait longtemps qu'on discute ensemble. Évidemment, nous, chez Stackinsat, depuis le premier jour, on est convaincus qu'il faut que nos clients, nos utilisateurs soient souverains de leur Bitcoin. Et c'est la raison pour laquelle la spécialité de Stackinsat, c'est ce qu'on appelle de l'achat-livraison automatique. C'est-à-dire que vous mettez en place un plan épargne, donc à partir de 10 €, donc à la semaine ou au mois. Vous mettez votre adresse de réception, c'était avant, vous mettez votre adresse de réception du coup au niveau de l'onboarding et ensuite on vous livrait automatiquement vos bitcoins. Là, l'annonce et du coup le changement majeur, c'est que dès l'instant où vous créez un compte, enfin dès que vous achetez un ledger, vous allez pouvoir acheter directement des bitcoins à travers Stackinsat et il n'y aura plus besoin de rentrer manuellement une adresse de réception qui sera directement intégrée au moment de l'onboarding. Donc globalement, en termes de fluidification du parcours de souscription, ça change vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, donc on est très heureux d'annoncer ce partenariat aujourd'hui. Et ça annonce aussi, et c'est un petit peu le communiqué de presse qu'on a fait, qui a été publié, qui va être publié à 18 h, je crois, où en gros on poursuit notre développement et effectivement on le poursuit à l'international. Et évidemment, Ledger va nous aider à conquérir de nouveaux pays. Alors pour l'instant, on va se restreindre à la zone euro pour des raisons réglementaires. Mais l'idée, c'est évidemment d'aller plus loin, plus fort pour red piler encore une fois le maximum de personnes. Et ce partenariat-là, du coup, va dans le sens vraiment de notre vision et de notre stratégie. Voilà. Bon, super, merci beaucoup. Pour le coup, on a évidemment une séquence de questions-réponses. N'hésitez pas à lever la main, on vous passera le micro, que ce soit pour revenir sur les sujets qu'on a abordés avant ou pour poser des questions sur le nouveau partenariat que Ledger et Stackinsat viennent d'officialiser. Là-bas, à gauche. Ouais.
Merci. Bonjour. Donc moi j'ai un Ledger et je pense que j'ai les capacités de la mère de Monsieur Guillemet parce que il y a eu des choses que j'ai pas forcément très bien su faire. Que pensez-vous de la sécurité des gros exchanges du type Binance, Coinbase, etc., etc. Est-ce que laisser ces coins sur des plateformes comme ça qui sont a priori des monstres internationaux et donc qui ont les moyens de faire, est-ce que ça veut dire qu'on est sur un risque zéro ou alors quand même vous conseillez de stocker sur des produits un peu à part? Bon, déjà, il n'y a pas de risque zéro, à peu près jamais. Celui qui dit ça, globalement, il ment. Les exchanges, l'histoire, elle parle d'elle-même. Hein. Je pense qu'il y a des sites qui sont en charge de faire la liste des hacks qu'il y a eu sur les exchanges depuis FTGOX et peut-être avant. Donc c'est régulier que les exchanges se font hacker. Néanmoins, l'écosystème se professionnalise et quand on parle des gros exchanges, on peut imaginer qu'ils ont quand même amélioré leur niveau de sécurité en faisant de la ségrégation avec un hot wallet, un warm wallet et un cold wallet, ce qui fait que lorsqu'il y a des hacks qui arrivent, ça continue d'arriver, même chez Binance par exemple, il y en a eu il n'y a pas si longtemps, ils perdent une portion de fonds qui n'est pas si grande et qu'ils sont capables d'absorber. Ça c'est une première chose. Néanmoins, quand on est utilisateur de Bitcoin, être souverain de ses fonds, c'est quelque chose qui est très important en fait. Si on n'est pas souverain de ses fonds, en fait, c'est un peu, on reste dans le système bancaire. On demande la permission à Binance de pouvoir utiliser ses fonds. On reste dans cette optique-là. Bitcoin, c'est pas cette optique-là. Le Bitcoin, c'est l'optique d'être libre et d'être souverain de ses fonds. Donc c'est ce que je dirais. Ouais, mais globalement, en fait, il ne faut pas le faire. Et d'ailleurs, il ne faut pas laisser les bons exchanges, genre Kraken, quand tu t'enregistres sur Kraken, ils te disent tout de suite ne jamais laisser les fonds sur Kraken, etc. Et dans le monde normal, en fait, quand tu es un exchange, le Nasdaq, le NYSE, il y a une ségrégation entre le rôle de l'exchange et le conservateur des fonds. C'est-à-dire, tu n'es jamais et exchange et conservateur des fonds. Il y a une bonne raison pour ça, hein, c'est parce que même dans le monde normal, si l'exchange perd les fonds, à ce moment-là, c'est la catastrophe. Donc, tu as un tiers certificateur normalement qui conserve les fonds. En vrai, les exchanges de crypto, aujourd'hui, comme ils font les deux métiers, déjà, ils sont conflictés d'une part, hein, et puis en plus de ça, ils jouent un rôle qu'ils ne devraient pas jouer, parce que c'est difficile d'être un expert de sécurité, et c'est pour ça que dans le monde de la finance normale, il y a aussi une ségrégation des métiers. La régulation va pousser tout le monde à faire la même ségrégation des métiers, notamment en crypto-monnaie. Donc, en fait, il y a tout un tas de raisons de sécurité, de régulation, de souveraineté de tes fonds, dans le sens où si demain tu as tes fonds sur Coinbase c'est une société américaine, tu ne sais pas ce que les Américains vont décider pour tes fonds, et si ça se trouve un jour tu ne pourras plus jamais y accéder, ou alors il faudra envoyer des courriers recommandés pendant des mois et des mois pour pouvoir accéder à tes fonds. Donc il y a aussi quand même une question, c'est très différent du système actuel, où si tu es au Crédit Agricole et tu es français, c'est une entité française, elle est régulée en France, etc. Aujourd'hui, Binance, ils sont où? Je veux dire, laisser son fonds sur Binance, c'est quand même un peu bizarre, c'est pas juste un problème de sécurité. Je te dirais oui. Tu dirais oui, ouais. Non, mais c'est pas juste un problème de sécurité. Il y a un problème de sécurité qui est clair. Ils se font hacker en permanence. Ensuite, est-ce qu'ils peuvent te couvrir en te remboursant? Peut-être. Mais surtout, à un moment donné, ils sont où, en fait? Et donc là, ils vont se réguler. Ils ont commencé à se réguler en France. Donc maintenant, effectivement, là, ils s'enregistrent un peu partout. Tu vois. Et donc là, on commence à voir que de toute façon, il y a un mouvement des exchanges vers plus de régulation. Tu es français, il y a une entité française, donc au moins tu sais contre qui te retourner, et la régulation qui s'applique à toi, à eux et à toi, c'est la même régulation, celle de la France, etc., etc. Mais en gros, il ne faut pas laisser ces coins sur un exchange. Question suivante, s'il vous plaît. Ouais, là-haut. Oui, bonjour Pascal, bonjour Raphaël. Salut. Solana, alors je ne sais plus exactement qui, mais peut-être vous expliquerez ça mieux que moi, donc avait sorti un téléphone qui devait sécuriser des fonds. Et je comprends que ça s'est fait hacker. Est-ce que vous pensez que ça, c'est l'avenir de l'industrie d'avoir un téléphone sécurisé, ou est-ce que vous êtes très sceptique par rapport à ce que vous disiez? Donc, j'ai bien compris qu'aujourd'hui ça ne marche pas, mais est-ce que vous pensez que ça marchera un jour, ou que c'est une fausse piste? Et autre question, qu'est-ce que vous pensez donc, dans le marché B2B des acteurs comme Fireblocks, comme BitGo? Moi, ma compréhension, c'est que Ledger, vous êtes les leaders absolus du B2C, même si Trésor a été mentionné et d'autres. Mais le B2B, les concurrents sont plus forts, ou en tout cas différents. Voilà. Quelle est votre opinion là-dessus? Ce que tu as fait, ce que ça s'appelle, c'est une question à fragmentation. C'est-à-dire, en fait, tu as posé 10 questions en une phrase.
D'abord, tu es prescient, c'est-à-dire tu as imaginé un truc qui ne s'est pas encore passé, mais qui va probablement se passer, c'est que le Solana Phone s'est fait hacker. Bon, il n'est pas encore sorti, donc on n'a pas encore eu le temps de le hacker. Mais probablement, quand il sortira, il va se faire défoncer par le donjon, et ils le savent. Hein, donc on les a prévenus. Pardon, oui, ouais, c'est ça. Il y a eu des vulnérabilités trouvées. Merci pour la précision. Vulnérabilité trouvée. Déjà, je ne je sais même pas qui a trouvé la vulnérabilité, parce que je crois qu'ils n'ont même pas shippé les premiers devices. Mais bon, ok. C'est possible, hein. De toute façon, quand tu sors un device, le but c'est de trouver les vulnérabilités avant d'en faire la commercialisation. Et on va aider la team Solana, comme on aide toutes les teams là-dessus, pour faire en sorte que si un jour ils sortent ce device, ça soit le plus sécurisé possible. Sur l'avènement d'un hardware wallet directement dans ton téléphone, on l'a dit tout à l'heure, c'est possible, mais c'est très compliqué. Le truc, c'est difficile de demander un outil de tout faire. Je voudrais que tu sois un home cinéma, une console de jeux vidéo, du traitement de texte, et en plus je voudrais que tu sécurises mes bitcoins. Le problème dans ça, c'est que à vouloir trop faire de choses, tu es bon sur rien. Et donc le problème, c'est que sur la sécurité des bitcoins, il faut être absolument bon, ou pas du tout, mais il n'y a pas vraiment de marge d'erreur possible. Alors plus tu demandes à un device de faire des choses, plus il devient difficile à sécuriser, et dans l'état de l'art, c'est impossible de sécuriser un téléphone pour faire ce que tu veux. Est-ce que ça sera possible dans les prochaines années? Peut-être, mais dans l'état de l'art aujourd'hui, c'est pas possible. Et d'ailleurs, même Solana, ce qu'ils vont proposer, c'est pas du tout un téléphone avec un genre de ledger à l'intérieur, c'est un téléphone avec une sécurité un peu dégradée, ou d'ailleurs, ils font ça plutôt pour le paiement et pas du tout pour la conservation des actifs. Et même quand Solana sortira, ils vont conseiller de garder la plupart de ces actifs sur un ledger qui aura une intégration avec Solana. Donc, avant qu'on arrive sur un téléphone ultra sécurisé, il va se passer quelques années. C'est des sujets sur lesquels on travaille, donc on connaît vraiment bien. Ça, c'est la première partie de ta question, je crois. Et la deuxième partie, c'était sur la partie entreprise. Et ça, c'est encore un autre grand domaine sur lequel on est très bien positionné. On fait partie des top. On est dans le top 5 ou dans le top 3 des boîtes qui font de l'entreprise dans le monde. Il y a Fireblocks, Copper et il y a Ledger, en gros, quoi. Ça, c'est les trois. BitGo, là, ils sont redevenus indépendants d'un coup d'un seul. Ils ont été rachetés, puis ils sont redevenus indépendants. Ouais, ça n'a pas été closé. Enfin, ça, le zigzag, à mon avis, ça doit leur péter les genoux de ouf, quoi. Enfin, bon, bref, on verra comment ils s'en sortent, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça dans le monde si on réfléchit aujourd'hui. Et donc, clairement, l'industrie, c'est bien qu'il y ait des leaders comme Fireblocks, parce que dans cette industrie-là, le leader, c'est Fireblocks. Ils ont du boulot à faire parce qu'ils utilisent aujourd'hui SGX et leur truc de MPC, ça a été cassé il y a 6 mois, quoi. Donc bon, je veux dire, tout ça c'est naissant. Nous, on mise sur des technologies qui sont éprouvées depuis les années 80 et on pense que la sécurité c'est un temps long et deux, des choses qui ont été prouvées depuis très longtemps. On se méfie toujours de l'objet qui brille et du nouvel objet dans la sécurité parce qu'en gros, il n'a pas été testé par les hackers, quoi. Et les produits en plus sont assez différents quand même. Si on parle de Fireblocks d'un côté et de Ledger Vault d'un autre côté, c'est des produits qui sont assez différents. Et effectivement, on est toujours très tôt dans l'écosystème et il faut jouer le temps long. Et pour jouer le temps long, il faut être sécure. Si on n'est pas sécure, c'est un peu one-off. On n'a qu'une vie, quoi. Dernière petite question, on a encore un peu de temps. Vas-y, Super. on a le temps. Allez-y, ouais, je vois là-bas. On va pas boire un verre, là? Si, non mais ça arrive. Ouais. Bonjour. J'ai une question à poser parce que pour moi, un des problèmes de Ledger et de tous les hardware de Raleigh est la conservation de l'acide. Actuellement, sur Ledger, on est obligé d'écrire les 24 mots, ou maintenant vous avez un peu changé le format site, on peut en choisir d'autres, mais les 24 mots qui sont générés par la Ledger, on est obligé de les écrire sur un papier. Pour certains, ils les mettent dans des coffres plus ou moins loin. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose pour ça? Par exemple, un partage de secret de Shamir ou une autre solution que vous pourriez apporter à ce sujet pour pouvoir splitter la suite sur 2-3 endroits pour sécuriser les fonds. Où est-ce que tu es? Il est là-bas. Ah ok, d'accord. Ah salut, c'est pour ça que c'est dans le noir. Ouais, ok, c'est une super question. Ça c'est pas les hardware wallets juste, hein, c'est si tu veux faire si tu veux posséder des blocs privés, que ce soit hardware ou software, tu as besoin de ces 24 mots ou 12, enfin dépendant de l'entropie, mais BIP 39, ouais. Ouais, et morceaux de papier et ou plaques d'acier, là, enfin tous ces trucs. Et donc ça c'est nul, on est d'accord. Et c'est toute l'industrie qui est comme ça, donc c'est pas Ledger ou autre, c'est toute l'industrie qui est comme ça. Et donc la réponse c'est oui, il faut absolument régler ce problème. Parce que ça c'est un problème de... Là c'est sûr que l'industrie ne scale pas comme ça. Pour l'entreprise c'est un peu moins grave, parce qu'on a des solutions en entreprise qui sont plus élégantes en termes de sharding, enfin bon bref, on sait déjà faire des choses.
qui sont un peu plus élégants et où tu n'as pas tout qui repose sur une seule set de 24 mots. Mais pour le consommateur, c'est hyper anxiogène. Même moi, le CEO de Ledger, l'autre jour, j'avais un wallet dans lequel j'avais mis des coins, j'ai complètement perdu les 24 mots. Et heureusement, il me restait le wallet et le code PIN, et donc j'ai vite retransféré dans un wallet où je me rappelais des 24 mots. Mais donc c'est ultra anxiogène pour tout le monde. Et si on parle de la mère de Charles dont il parlait tout à l'heure, je ne parle pas de sa mère, mais ce que je veux dire, c'est que si on parle... oui, c'est sûr que là, c'est vachement compliqué avec ces 24 mots, où on les met, etc. Et donc la réponse est oui, on peut faire quelque chose. Non, je ne peux pas en parler maintenant, mais on en parlera fin d'année. Voilà. Et ça va être charmé. Encore, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Oui, 10 bonnes minutes. Ok, génial. Allez-y, on est chaud. Vous pouvez poser des questions personnelles à Raphaël, si vous voulez. Ouais. Est-ce que The Big Well, vous vous faites beaucoup insulter sur Twitter? Ça nous arrive. Parce que Peter, il se fait insulter de ouf sur Twitter. Ouais, non, mais c'est le jeu, on l'accepte et on aime bien ça. D'accord. Oui, c'est open bar. On a un peu abordé, bonjour, on a un peu abordé le sujet à la conférence précédente concernant les gouvernements. Vous avez, je crois, reçu certains candidats au présidentiel durant la campagne. Est-ce que vous voyez un changement et une évolution de la prise de conscience des politiques aujourd'hui, où vous avez plus l'impression que c'est démagogie avant les présidentielles pour faire parler, pour avoir des voix? Non, quand on a organisé ce truc-là, donc on a invité tous les candidats. Pour mémoire, il y en a 4 qui ont répondu oui et d'autres qui n'ont carrément pas répondu. Vous avez vu Emmanuel Macron? En fait, il y a eu la guerre en Ukraine, c'est un petit truc. Et quand les candidats devaient... donc c'est Cédrico qui devait visiter pour le compte d'Emmanuel Macron, et c'était le jour où la guerre a commencé, ou un truc comme ça. Donc du coup, il a annulé, il n'a pas pu venir. Et ensuite, la présidentielle est passée sur un autre sujet, quoi. Et donc les bitcoins, là, c'était moins important d'un coup. Mais on avait... c'est assez rigolo, d'ailleurs. Il y a donc Macron, Zemmour, Dupont-Aignan et... aide-moi... Non, c'était pas... Mais non... non, Jadot, non, non, c'était... Non, le libéral que j'adore, c'est un pote... Ah non, Gaspard. Gaspard Koenig. Gaspard. Donc il n'y a que Gaspard et Zemmour qui sont venus, et les autres devaient venir, mais finalement ils ont annulé. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres candidats qu'on a relancés, mais vraiment comme des oufs, pour rester poli, et qui n'ont jamais répondu. Ça les intéressait vraiment pas. Et donc, je pense pas, en fait, très honnêtement, pour tous les candidats, etc., moi, je vois pas de malice, en fait. Tous les gens qui sont venus et ou les gens qui voulaient venir, ils voulaient vraiment parler de ce truc-là. C'était pas vraiment électoraliste. Enfin, tout est électoraliste parce que tu es en campagne, donc voilà. Mais les gens sont vraiment intéressés par ces sujets. Il y a des candidats qui comprennent que c'est des sujets du futur. Enfin, il faut aussi quand même qu'ils s'intéressent aux choses qui se passent en France, et ça concerne beaucoup de Français aujourd'hui. Donc moi, je trouve qu'ils sont tous assez honnêtes dans leur approche, même au Parlement européen. Moi, je trouve que les gens sont globalement honnêtes. Et moi, j'estime que on prête souvent de la malice aux gens, mais souvent, ils n'en ont pas, quoi. En fait, les gens sont assez honnêtes, et les gouvernants s'inquiètent, s'intéressent aux États-Unis, en Europe, à ce sujet. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans cet épisode-là, et en règle générale, quand je parle au gouvernement. En fait, je te posais la question pour Emmanuel Macron, parce que nous, il s'avère qu'on l'a eu en interview en avril, et on l'a eu donc pendant une demi-heure, et c'est vrai qu'on lui a posé donc des questions. Alors, c'était plus largement sur le Web3, mais on lui a posé des questions plus directement sur les cryptos. Alors évidemment, le chef de l'État recouvre tout le spectre de la politique, donc son but n'est pas d'avoir une vision précise sur les cryptos. Ce qui est sûr, alors après, est-ce que c'est suffisant, enfin, est-ce que ça doit convaincre les gens qui sont très proches des cryptos et qui y croient? C'est voilà, son discours est de dire il y a une technologie émergente, finalement l'Europe n'aura pas d'autre choix que de se positionner. Après, la question est de savoir si justement ça va être la blockchain nation que vendait Bruno Le Maire il y a quelques années, ou alors justement quelque chose basé sur des blockchains publiques, enfin, qui serait en fait tout autre chose dans l'approche. Mais ça, après, on verra comment les choses vont évoluer dans les mois et les années qui viennent. Ouais, mais tu sais que si Mika n'a pas dérapé complet, c'est en grande partie eu égard à Macron, l'influence de la France et l'influence de son administration vis-à-vis de l'Europe. Et il y a eu un gros poids de Macron sur... indirect, lui-même il n'a pas passé de coup de fil, enfin, en tout cas je ne pense pas, mais en tout cas Cédrico était très impliqué, le gouvernement était très impliqué, et si ce n'est pas parti dans les décombres, c'est en grande partie... voilà. Donc c'est un peu pour répondre à ta question entre tu vois, le bullshit électoral versus la réalité des faits. En fait non, ils sont plutôt dans la réalité des faits,
ils essayent, ils font de leur mieux, quoi. Ensuite, c'est difficile parce qu'il y a aussi un manque d'éducation qui vient du fait qu'ils ont beaucoup de choses à faire et du fait que l'industrie, nous, on n'était pas très bien organisés quand même jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et donc, on a du mal à faire l'éducation. Là, j'ai vu une sénatrice dernièrement qui... Nathalie Goulet. Comment elle s'appelle ? Nathalie Goulet. Oui, qui disait des trucs horribles sur le bitcoin, le blanchiment d'argent, etc., où tu voyais qu'elle était très peu documentée. Elle était d'ailleurs aidée par quelqu'un qui est un expert, mais qui était mal documenté a priori aussi. Oui, c'est... je sais plus. Non, mais dis pas son nom, parce que là, c'est franchement, limite, c'est dur, quoi. Mais donc, on a essayé d'aider un peu Nathalie Boulet à mieux comprendre sur Twitter. Bon, alors sur Twitter, ça prend tout de suite des trucs, des tournures un peu bizarres, mais le but, ce serait quand même de s'asseoir avec elle, de lui expliquer. On l'a fait à l'Europe pour Mika, et généralement, les gens, même quand ils sont hostiles au début, si tu leur expliques bien et qu'à la fin ils comprennent, ils peuvent changer d'avis. Ceux qui ne changent pas d'avis, c'est les dogmatiques. Et ça, c'est plus compliqué. Et il y a des gens qui sont des ennemis du Bitcoin et des cryptos. Voilà. Ils n'en veulent pas pour plein de raisons, mais notamment parce qu'ils n'aiment pas trop la liberté individuelle, quoi. Ça, c'est un problème. Ils aiment bien te dire comment vivre ta vie, ce qu'il faut que tu fasses, la piscine qu'il faut que tu aies ou pas, si tu as le droit de prendre un jet privé ou pas, etc., quoi. Attends, juste, j'aimerais préciser quelque chose parce que je suis évidemment d'accord avec Pascal. Et effectivement, nous, on a sollicité le nouveau ministre donc délégué au numérique, Jean-Noël Barrot. Donc effectivement, ce sont des personnes qui sont très occupées et malgré nos nombreuses relances, donc effectivement, il nous a quand même répondu. Et il est désolé de ne pas être présent cette année à Surfin. En tout cas, il nous a garanti qu'il serait là l'année prochaine. Et il doit me recevoir à Paris en octobre pour justement parler Bitcoin, parce que ça, c'est quand même très important pour nous d'avoir un angle Bitcoin et non pas blockchain ou Web3, parce qu'effectivement, chacun ses enjeux business. Nous, en tout cas, le nôtre, c'est vraiment de parler de ce sujet-là uniquement. Et en tout cas, il a été ouvert et il souhaite nous recevoir pour parler de ce sujet-là. Oui, et puis Jean-Noël, notre ministre, Jean-Noël Barrot, il est vraiment super, il est bien câblé, il a le bon état d'esprit, il a envie que tout avance, etc. Mais ce qu'il faut qu'on fasse tous, en fait, parce que tout ça, c'est de la responsabilité individuelle. On ne se rend pas compte à quel point notre responsabilité individuelle est importante. On se dit toujours eux contre nous, ou les décisions. Non, les décisions que nos députés prennent ou nos représentants prennent, c'est les décisions aussi qu'on leur souffle, hein. Je ne sais pas combien d'entre vous ont contacté vos députés quand il y a eu Mika, ou à quel point vous êtes en relation avec vos députés, ou est-ce que vous leur envoyez des courriers, des emails, etc., parce qu'ils sont joignables en fait, hein. Mais s'ils n'entendent jamais parler de vous sur les sujets qui vous intéressent, c'est difficile pour eux même. Ensuite, ils font ce qu'ils pensent être le mieux. Mais nous, on devrait être en mesure, au niveau du business, mais même au niveau de l'individu, d'influencer les gens qui nous représentent pour pousser les agendas qui nous semblent les plus vertueux. Donc si vous êtes tous des convaincus du Bitcoin, de l'Ethereum, de la blockchain, etc., et que vous pensez que l'émancipation de l'humanité passe aussi par là, moi ce que je pense, et ou simplement que c'est un truc cool, que ça vous amuse et que vous aimez bien gagner de l'argent, parce que pourquoi pas, ça, il faut le dire aussi à vos députés, hein. Et si vous dites tout ça à vos députés, je vous promets que les législations et les régulations qui sortiront seront très différentes, quoi. Là, ils vont se prendre une salve de mails. Ça va être... Oui, mais tu sais qu'on l'a fait pour Mika, hein, c'est-à-dire qu'on avait mis en fait les emails et les numéros de téléphone de tous les représentants européens, et ils se sont pris une salve de mails, de trucs, de machin, et c'est ça aussi qui a fait. C'est pas que nous, il y avait Pierre Persson aussi qui était là-dedans. D'ailleurs, qui sera là. Bien sûr, ouais, il arrive ce soir. Il arrive ce soir, bah voilà. Donc Pierre qui a été un grand instigateur de tout ça. Enfin, Mika, ça n'a pas dérapé, il y a eu plein d'acteurs, mais notamment Pierre Persson c'en était un, et c'était sa recommandation de dire attends, il faut contacter tout le monde et il faut faire du bruit, parce que sinon, à la fin, les gens ne se rendent pas compte sur quoi ils légifèrent, sur quoi ils votent. Vous vous rendez compte, vous connaissez très bien les cryptos, mais imaginez le législateur moyen. Enfin, je veux dire, il n'a pas de Bitcoin, il s'en fiche, et il croit tout ce qu'il lit dans la presse, donc à la fin, il va faire ce qu'il pense être le mieux pour vous, mais parce qu'il y a un manque d'éducation. Et quand on va parler aux gens, qu'on présente de manière polie, sincère, etc., généralement, les gens ils sont prêts à écouter et à changer d'avis. Ok, top. Allez, encore une question, on peut prendre. Une ou deux questions, ça dépend. Allez, de la deux question. questions. Il y a madame devant aussi. Bonjour. Internet a été une grande révolution qui a donné notamment naissance aux GAFAM. Et la France, on a un petit peu raté cette révolution. Est-ce que, selon vous, blockchain ou le Web3 est une nouvelle révolution? Et du coup, est-ce que ça pourrait donner naissance à un nouveau GAFAM? Et est-ce que Ledger en ferait partie?
Ouais, en fait, nous, c'est pour ça qu'on bosse. Hein. On n'est pas là pour enfiler des perles, donc on veut clairement faire un GAFAM et défoncer tous ces mecs-là. Non, parce qu'on pense qu'en fait, il va se passer un truc. La façon dont les GAFAM sont montés, déjà, c'est extraordinaire, et puis tout le monde peut avoir énormément de respect pour ce que ces entrepreneurs ont fait et les monstres de technologie et les business qu'ils ont montés. Moi, personnellement, ma boîte préférée au monde, c'est Amazon. Je veux dire, c'est monstrueux d'efficacité, de précision, ça baisse les coûts. Enfin bon, bref, c'est vraiment super. Google, c'est magnifique, etc., etc. Mais ils ont tous un truc, c'est que c'est ultra centralisateur et du coup, c'est des services dont on devient ultra dépendant. Le Web3, ça doit changer ça et ça doit remettre l'utilisateur au centre et c'est l'utilisateur qui contrôle et ensuite qui distribue le droit d'utilisation ou pas. Et donc, je pense que ça, c'est un shift qui va être important. Je pense qu'il va être un shift difficile pour les sociétés de Web2 parce que comment tu passes d'une ultra-verticalisation à une décentralisation complète, ça va être difficile pour eux, voire peut-être impossible. Et donc, du coup, ça crée une opportunité unique, énorme, pour des nouveaux acteurs de créer les prochains GAFAM, mais sur une base de décentralisation telle que Ledger essaye de le faire. Donc, nous, on a ce point de vue-là. Et ensuite, la question, c'est, oui, mais est-ce que c'est possible ? Et en fait, en vrai, c'est relativement possible pour nous, en tout cas, et c'est ça qu'on va essayer de faire, parce que si tu regardes les GAFAM, c'est toutes des boîtes B2C d'abord, c'est-à-dire elles ont un produit consommateur et c'est pour ça qu'elles sont connues, célèbres, etc., mondiales, elles ont des consommateurs partout dans le monde, et très innovantes, c'est-à-dire qu'elles apportent quelque chose que personne ne savait faire avant, et où en tout cas elles ont fortement amélioré la façon dont c'était fait avant, ou alors elles le font de manière opérationnelle qui déchire tout le monde, type Amazon. Et aujourd'hui, Ledger a toutes ces caractéristiques. C'est un produit B2C, mondial, et on fait quelque chose que personne d'autre vraiment sait faire dans le monde. Et la dernière question, c'est la question des talents, en fait. Est-ce qu'il y a des talents en France pour gagner voilà. Parce que souvent, tu vois, tu n'as pas les talents. Il y a des gens, par exemple, sur les réseaux sociaux, les Américains sont meilleurs parce qu'à la fin, ils ont des telles compétences, ils ont des tels talents aux États-Unis que c'est difficile de faire concurrence en Europe parce qu'on n'a pas cette expertise, ce savoir-faire, en tout cas, on l'a moins. Donc c'est plus compliqué. Mais sur la crypto, est-ce qu'on a des cryptographes en France de talent ? De ouf. Oui, clairement. On est les meilleurs du monde. Est-ce qu'on a des gens dans la finance qui sont au top mondial ? Oui, la finance mondiale, il y a des Français partout et souvent ils sont à la tête des trucs. Enfin, franchement, on est les meilleurs, quoi. Est-ce qu'on a les meilleurs développeurs du monde ? Oui. Enfin voilà. Donc quand tu commences à faire la liste des talents qu'il te faut pour gagner et pour faire des grandes sociétés, franchement, la France aujourd'hui. Et donc du coup, c'est pas par hasard que Ledger est en France, que Sorare est en France, que Kaiko est en France, toutes les boîtes qui sortent en France. La France, en Europe par exemple, c'est numéro 1 sur la création d'emplois et de boîtes, crypto, Web3, enfin tu le nommes comme tu veux, etc. Numéro 1, de loin. Les Anglais sont largement derrière, et ça c'est une première. On est toujours derrière les Anglais. Là on est premier, les Allemands ils sont derrière, les Scandinaves ils sont nulle part, etc. Donc en Europe c'est la France et le reste du monde. Et même par rapport aux États-Unis, si tu réfléchis, c'est la première fois que ce n'est pas les États-Unis qui font les plus grosses boîtes. Binance, ce n'est pas américain. FTX, ce n'est pas américain. Même si c'est un américain à la tête, ils ne sont pas américains. Non, mais ils ne sont pas américains. Oui, non, mais... Ledger, c'est pas américain, etc., etc. Et quand tu commences à faire la liste, tu dis Sorare, c'est pas américain. Donc quand tu commences à faire la liste, tu dis, disons, en France, on n'est pas si mal pour une fois. Et en plus de ça, les Américains sont pas numéro 1 forcément, surtout, tout le temps, etc., voire même loin de l'être. Donc oui, il se passe un truc un peu différent. Et bon, voilà, ensuite on en reparle dans 10 ans, et puis je te dis si on a réussi, quoi. Tu l'auras vu avant. Ouais. Hein. Désolé, ce sera la dernière question. Madame devant. Merci. On va parler de dystopie. S'il y a, je sais pas, un rue du Mail, un problème technique au siège de Ledger, que le système tombe, est-ce que vous avez des dark backups qui soient accessibles ? Est-ce que vous avez des plans B que vous avez imaginés pour que les utilisateurs aient accès à leurs fonds et que ça arrive en même temps à Samurai, à Binance, à tous les autres ? Alors si tout le monde tombe, c'est compliqué. S'il n'y a plus d'électricité, c'est compliqué. Néanmoins, nous, ce qu'on fait, ce qu'on développe, c'est des outils. Le hardware wallet, on n'a aucune information. Les clés privées, elles sont détenues par les utilisateurs. Ledger, nous, on ne les connaît pas. Donc ça, c'est une première chose. Donc quand tu as tes 24 mots sur ton backup, quand tu as ton wallet avec tes 24 mots dedans, globalement, tu es déjà empowered, tu es déjà capable d'utiliser tes fonds sans Ledger. Effectivement, on fournit Ledger Live avec les backends qui vont bien, histoire que ce soit plus pratique, etc. Mais pour autant, on peut utiliser son device
avec d'autres software wallets, typiquement avec Electrum et avec toutes les intégrations qui existent sur le marché, et il y en a beaucoup. Electrum, on peut le faire tourner en local chez soi. Et ce que je disais juste avant, on travaille beaucoup à faire en sorte que nos solutions qui sont très pratiques avec une super UX, on puisse les faire tourner en local, notamment en étant capable de faire tourner son nœud, etc. Ça, c'est pas si simple. On aimerait que ce soit vraiment simple d'avoir un software qui tourne complètement chez soi, qui n'utilise aucun back-end de Ledger et qui permet d'avoir toutes les mêmes fonctionnalités. On n'y est pas encore. Néanmoins, on travaille dans cette direction et de faire en sorte que l'utilisateur soit le plus autonome et indépendant de Ledger possible. Nous, on ne cherche pas. C'est un autre truc par rapport à ce que tu disais juste avant, par rapport à la révolution des GAFAM, etc. La révolution des GAFAM, leur incitant, c'est de récupérer toutes les datas des utilisateurs. En fait, si c'est gratuit, c'est parce que le produit, c'est les utilisateurs, c'est la data des utilisateurs. Dans la blockchain, on a la possibilité d'avoir des incitants très différents et justement de ne pas être dépendant des datas des utilisateurs, etc. Donc nous, à Ledger, et pas mal d'acteurs du monde de la blockchain vont dans ce sens-là. Ils font en sorte de rendre les utilisateurs les plus autonomes et indépendants possible. Donc nous, on construit tout pour être résilient au désastre. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, vous n'avez pas besoin de Ledger, de moi, de personne. Vous pouvez utiliser Ledger même sans Ledger. Et c'est ça vraiment notre objectif. Et tu as dit quelque chose, je voudrais juste dire qu'on fait absolument pas ça. Tu as parlé de dark backup, de genre l'horreur, quoi. Donc nous, il n'y a rien qui est dark, il n'y a pas de backup. On garde rien et c'est comme ça aussi qu'on est résilient au désastre. C'est-à-dire que plus tu deviens, plus tu accumules, plus tu te mets en tant qu'élément centralisateur, plus tu rends tes utilisateurs dépendants de toi. Et nous, c'est la philosophie et la technologie complètement inverse. C'est-à-dire qu'on n'accumule rien, on essaye de rester le plus lean possible, le plus inutile possible, pour que les utilisateurs soient absolument pas dépendants de nous. Ça, c'est notre philosophie aujourd'hui, demain, après-demain, etc. C'est pour ça qu'on existe et c'est pour ça qu'on sera différent et c'est pour ça qu'on pourra faire un autre GAFAM. Ça commencera par L, ça sera je sais pas quoi, je sais pas qui sera LS pour Sorare, enfin bon bref, je sais pas comment ça s'appellera, mais justement sur un pivot complet, un changement complet par rapport à ce qui se faisait avant, sur la centralisation, sur la dépendance, sur les dark backups et tous ces trucs-là. Tu sais pas aujourd'hui où est ta data chez Google, combien ils ont de dark backups, ça ils en ont peut-être un maximum. Nous, on n'en a pas, on n'en aura jamais. Ok, merci infiniment. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre, pour ceux qui veulent, la discussion avec Charles et Pascal, qui sont, je pense, très accessibles. Et puis, merci à tous. On espère que ça vous a plu. Merci. Merci. Alors, pour la suite, donc merci évidemment encore une fois à Ledger pour toutes ces informations. Pour la suite, c'est très simple. Là, il reste quelques minutes avant de passer à l'apéro. Donc d'ailleurs, vous pouvez aussi y aller, les gars, si vous voulez. Mais en gros, on va passer au tirage au sort de la chasse au trésor. Voilà. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure lors de mon discours d'introduction, je disais qu'il était très important pour nous de démocratiser Bitcoin et de créer justement des animations qui permettaient de red piler un maximum de personnes. C'est la raison pour laquelle on a fait cette chasse au trésor dans Biarritz. Je rappelle, on a caché 10 QR codes dans la ville et chaque QR code cachait en fait un concept de Bitcoin. Et voilà, on est très heureux que beaucoup de gens aient participé. Et on va procéder tout simplement au tirage au sort. Et parfait. Et pour ceux qui restent dans la salle, il y avait 1000 bitcoins à gagner, donc salut aux autres qui vont prendre. Donc du coup, est-ce que en régie... On te laisse là ? Oui, vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Merci à tous, salut.